Donc, les pixels vont être regroupés d'abord par rapport à la forme à l'intérieur de l'image, ensuite par rapport à la couleur. Et tous ces petits découpages-là vont représenter les objets. Donc, c'est ces objets-là maintenant qui vont être classifiés. Donc, ici, c'est la partie segmentation. Et les pixels ont été segmentés, ont été divisés en différentes petites classes qui représentent la forme et la couleur. Aujourd'hui, je vais avoir des soucis, c'est pas possible. Il me présente. Ah, vous avez ça. Bon, si vous avez ça, moi, il me met toutes mes diapos. Ma souris même ne fonctionne pas. Oui, mais moi, c'est pas ce que je vois. C'est ça le drame. Et, ok. Et donc, le résultat de la segmentation, il est régulier. On va espérer que ça défile le tableau, mais pas. Il a mis en mode. Toutes mes diapos étaient visibles. Donc, en ayant. Vous voyez cette diapo-là, résultat segmentation. Oui, vous voyez, madame. OK. Donc, Oui. les critères forme, les critères couleur ont permis de découper l'image de cette façon-là. Donc, tous ces petits parallélogrammes-là sont considérés comme des objets. Et maintenant, on va faire la classification après l'étape de segmentation. Et quand ils font la classification, voilà les différentes classes. Je vais mettre mon pointeur. Vous voyez mon pointeur? Vous le voyez? C'est bon, OK. Donc, ils identifient 7 classes, arbres, surface verte, garage, maison et tout. Et voilà, au finish, la classification qu'ils obtiennent. OK? Donc, tout ce qui est vert, ça va être vert foncé, ça va être les arbres. OK? Effectivement, quand on regarde l'image originale, voilà les arbres qui sont ici. Vert clair, ça va être les surfaces vertes, les espaces verts. Je dirais jaune-orangé, c'est ce qu'ils ont appelé les garages. Rouge, ce sont les maisons. Effectivement, les différents toits de maisons, là, on les repère bien. Piscine en bleu, il n'y en a pas beaucoup, mais il arrive quand même à bien avoir certaines piscines, pas toutes. Hein, parce que, par exemple, ici, il y a une piscine, mais il n'arrive pas à l'identifier. Et tout ce qui est en gris, ça va être ce qu'ils appellent bitume et terre à vif. Donc, à partir de la segmentation, puis de la classification, voilà le poisson du sol qu'ils ont pu faire de cette image. Quand ils font la forme, voilà le découpage. Quand ils font la couleur, voilà le découpage. Or, ils disent les critères forme et couleur. C'est eux qui, c'est leur logiciel, c'est eux qui savent quels critères de forme ils ont mis dans le système. Mais ils veulent que le logiciel découpe en fonction des formes qu'il trouve. Et quand tu regarde par exemple ici, là, tu vois bien que la maison, là, il y a comme deux couleurs. Hein? En tout cas, deux éléments rectangulaires. Il le découpe plus ou moins suivant cette forme-là. Si je comprends ici, c'est deux critères. Les objets qui regroupent les pixels suivant la forme, ensuite ils regroupent les pixels suivant la couleur. Donc ici, la couleur et la forme deviennent les objets. Pas la couleur et la forme. Non, les pixels qui vont représenter, effectivement. C'est ça. Tu veux, c'est pas que tu te fixes comme objet, tu te fixes comme objectif de découper ton image suivant des formes qu'il va reconnaître. Et sur l'autre, c'est les couleurs qu'il va reconnaître. Cette fois-ci, en basant sur les deux. Voilà. Et ensuite, maintenant, il croise les deux. Parce qu'il dit son critère, ça va être couleur et forme.
Donc, maintenant, il croise les deux. Et quand il croise les deux, le découpage final. Donc, si on fait et les formes et les nuances de couleurs. Donc, il parle de deux enlegs, forme, couleur, et si on veut comparer les bienfaits ou les mauvais aspects de la classification pixel par pixel et de la classification orientée objet, voilà ce que les chercheurs ou bien ceux qui ont travaillé ont réussi à identifier. Donc, quand il s'agit d'une classification pixel par pixel, on fait classification supervisée ou non supervisée, qui va se baser sur la signature spectrale. Et c'est chaque pixel qui va être affecté à une classe. Cela demande un problème d'Internet qui va se présenter. Ce traitement nécessite, comme il dit, passablement des post-traitements. Parce que le post-traitement, je dirais, après la c'est le lissage. Donc, si ton image n'a pas d'effet poivre-sel, à la rigueur, tu peux t'en passer. Hein, c'est le seul vrai post-traitement qu'il y a. On vous dit, fonctionne bien avec des paysages relativement homogènes. Effectivement, quand c'est relativement homogène, si par exemple, c'est un milieu urbain et que tes pixels là ont une très bonne résolution, là, effectivement, ton découpage sera tellement petit que tu vas avoir l'effet poivre-sel. Tu auras l'impression que tu ne vois rien sur ton image que des petits points. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations en même temps. En ce qui concerne la classification des objets, il faut d'abord l'étape de la segmentation. Donc, les pixels sont regroupés ensemble et forment les objets suivant un critère donné. Hein, on vous dit ça peut être la forme, la topologie, le voisinage, la couleur, etc. Ensuite, un arbre décisionnel pour la classification. Et on vous dit ce type de classification est adapté pour la haute résolution. Donc, par exemple, en milieu urbain, où votre résolution sera très bonne, donc des petits pixels, ça peut lever l'indétermination, l'effet poivre-sel qu'il y a sur l'image. Donc, la classification orientée objet, d'après ces individus, serait de faire de préconiser une classification orientée objet plus qu'une classification pixel par pixel. Il existe des logiciels pour faire la classification orientée objet. Il y en a open source et il y en a payant. Hein. Bon, par exemple, Envy, il est payant. Il peut faire la classification orientée objet. PCI, c'est un vieux logiciel. Je ne sais pas s'il est encore il existe encore, mais lui, il faut une clé. Sinon, il y a les logiciels open source tels que OpenCV ou R, tout simplement, que vous pouvez trouver sur le net, disponible gratuitement sur le net. OK. Une fois qu'on a fait la classification, il va nous produire ce qu'on appelle la matrice de confusion. Et c'est à partir de la matrice de confusion, on aura tous les éléments qui nous permettent d'apprécier la qualité de notre classification. Grâce à la matrice de confusion, on pourra calculer la précision moyenne, la précision globale, l'erreur de commission, l'erreur d'omission et les coefficients kappa. Donc, on va voir ici comment on procède. Donc, qu'est-ce que la matrice de confusion? Donc, la matrice de confusion, ou on appelle aussi tableau de contingence ou bien matrice d'erreur de classification. On vous dit généralement, généralement, les données horizontales correspondent aux classes thématiques de la carte de référence, c'est-à-dire donc la vérité terrain, et les données verticales sont les résultats de la classification. C'est de façon générale, mais vous pouvez tomber sur des matrices de confusion où les résultats de la classification sont en ligne, tandis que la vérité terrain, elle est en colonne. Okay? Donc, ici, on va raisonner que la classification est en colonne et la vérité terrain en ligne. Mais je vous dis que vous pouvez tomber sur l'inverse de ça. Donc, avec cette réflexion, vous allez prendre le contre-pied lorsque vous allez tomber sur une matrice
qui aura plutôt horizontalement la classique et verticalement la vérité terrestre. Donc, si on considère que les données horizontales sont les données, la vérité terrestre, et que les données verticales sont les résultats de la classification, toujours ce qui est sur la diagonale principale va correspondre donc à la classe au pixel bien classé. Hein, parce que la classification donne classe 1 qui correspond à classe 1, classe 2 qui correspond. C'est véritablement le nombre de pixels bien classés qui seront mis sur la diagonale principale. La matrice est de cette forme. Elle peut être donnée en pixels comme elle peut être donnée en pourcentage. Là, elle est donnée en pixels. Donc, par exemple, là, vous avez la classification. L'eau, sol nu, forêt décidueuse, forêt de conifères, milieu urbain. Ça, c'est la vérité. L'eau, le sol nu, forêt de conifères, urbain, etc. Donc, si je prends les éléments de diagonale, il me dit qu'il y a 367 pixels que le classif considère comme de l'eau et qui sont effectivement de l'eau, puisque c'est l'élément sur la diagonale. Il y a 418 pixels que ma classif considère comme du sol nu et que ma vérité terrain dit qu'effectivement c'est du sol nu. Il y a 329 pixels qui sont considérés par la classif comme des feuillus et ma vérité terrain dit que ce sont des feuillus, etc. Maintenant, si on prend les éléments hors diagonale, si on prend verticalement, je vous ai dit, c'est ce que la classification donne. OK? Donc, ici, ma classification dit que j'ai 2 pixels qui sont hauts, alors que ma vérité terrain dit que ces 2 pixels sont du sol nu. Donc, ces 2 pixels-là vont représenter des pixels commis. Et ma classification les a mis dans l'eau, alors que la vérité terrain dit que c'est du sol nu. Donc, tous les éléments hors diagonaux, tous les éléments hors diagonaux qui seront sur la verticale vont correspondre aux pixels commis par la classification. C'est-à-dire, la mauvaise classification, c'est-à-dire, elle les affecte dans la classe où elle ne devrait pas. Par contre, tous les pixels qui seront hors diagonaux, mais en ligne, ce sont les pixels qui ont été omis. C'est-à-dire, ils devraient être dans cette classe, mais la classification les a oubliés, elle les a mis ailleurs. Donc, si je prends d'abord la colonne O et après je prends les O. La colonne O dit que j'ai 2 pixels qui sont hauts, alors que ma vérité terrain dit que c'est du sol nu. Ma classification dit qu'ils sont hauts, 3 pixels sont hauts, alors que ma vérité terrain dit qu'ils sont feuillus. Ma classification dit qu'il y a 12 pixels qui sont hauts, alors que ce sont des conifères. La classification dit qu'il y a 16 pixels qui sont hauts, alors que la vérité terrain dit que c'est du milieu urbain. Donc, si j'additionne 2, 3, 12 et 16, ça va représenter le nombre de pixels commis dans l'eau alors qu'ils sont autre chose. Ma classification les a mis dans l'eau alors qu'ils sont autre chose. Si je prends la ligne... on est dans la zone de l'eau. La première taille, l'eau, là, on est d'accord sur 367 pixels. Maintenant, quand on vient au niveau du sol nu, on a 2 pixels que j'avais affectés à haut, mais qui sont terrain nu. Tout à l'heure, vous avez dit que le 400 qui est écrit là, c'est le total. C'est le total des pixels. Tout ce qui est sur la diagonale correspond aux pixels bien classés. C'est-à-dire la classification dit ce que la vérité terrain dit. Tout ce qui est sur la diagonale.
Maintenant, tout ce qui est vertical, hors diagonale, sont des pixels commis. C'est-à-dire, ma classique dit que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. C'est ça. La diagonale, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, ça, voilà ma diagonale. Ça là, c'est sur la diagonale. Ça là, c'est sur la diagonale. Tous les éléments de ma diagonale, c'est-à-dire sol nu, c'est la diagonale. Ça sont les pixels bien classés. Et ma classique dit c'est ça, et quand je vais à ma vérité terrain, dit que c'est ça aussi. Maintenant, ceux qui sont dans la colonne, ce sont les pixels que ma classique dit qu'ils sont ça, alors que ma vérité terrain dit autre chose. Non, après ta classique, quand tu fais la classification, il te génère la matrice de confusion. Non. Mais tes sites d'entraînement là, c'est ta vérité terrain. Non, ça, c'est un exemple de classification orientée objet. C'est juste pour vous montrer orienté objet, comment ils ont d'abord segmenté en termes de critères qui est forme et couleur, et ensuite, ils ont fait la classification. Voilà les résultats de la classification. Là, c'est autre chose. C'est une autre expérience. Qui a fait classif, et voilà la matrice de confusion que ça a généré. Voilà la matrice. Donc, je suis en train de vous expliquer les éléments qu'il y a à l'intérieur de ma matrice de confusion. Ici, c'est deux tableaux croisés. Et c'est deux matrices qu'on a croisées. C'est deux vérités qu'on a croisées. Oui, deux vérités. Ici, la comparaison se fait avec la matrice de vérité terrain. Et cette matrice est générée, c'est automatique ou bien c'est... Sur Erdas, c'est de façon automatique. Mais il y a certains logiciels, comme je vous ai dit, qui, eux, vont te dire de faire des sites de vérification. Et avec ces sites de vérification, ils vont composer une vérité vérification, et tes sites d'entraînement, ils vont faire classification, ils vont croiser les deux pour te donner cette matrice. Mais Erdas, il ne te demande que des sites d'entraînement et il génère lui-même sa vérité. Si tu as ton image, que tu as des données ou ta vérité terrain, puis tu es parti faire tes sites d'entraînement, une fois que tu as fini tes sites d'entraînement, tu as lancé ta classif, il te donne cette matrice. Si je prends maintenant la ligne O, j'ai deux ici que ma classif dit que c'est du sol nu, tandis que ma vérité terrain dit que c'est de l'eau. Cette fois-ci, ce sont des pixels omis. C'est-à-dire, ils ont été oubliés. C'est ça, ils ont été omis dans la classe O. Il y a omis et oublié. Omis veut dire donner. Omis veut dire oublier. On n'a pas mis où il devrait. Donc, les éléments hors diagonaux de ma ligne correspondent aux pixels omis dans la classe vérité terrain. Donc, si j'additionne tous les éléments hors diagonaux, c'est-à-dire 2, 4, 3 et 6, j'aurai donc quoi? Ça va faire 7, 10, 10 et 2, ça va faire 15. Donc, j'ai 15 pixels qui ont été omis dans la classe O. Ce sont les éléments hors diagonaux de ma ligne. Et vous voyez, regardez ici. Oui. Commis, c'est ce que ta classification dit. Oui, parce que colonne correspond au résultat de ta classification. Donc, tu regardes ta classif là, dis que c'est quoi par rapport à la vérité terrain. Tandis que la ligne, c'est l'omission. Donc, ça devrait être l'eau, mais tu vois qu'il est ailleurs que l'eau. Donc, c'est des pixels qui ont été oubliés dans la classe O. Si tu prends la ligne, mais si tu prends la colonne, là, c'est le résultat de ta classif. Dans la colonne, ça passe de 2, 418, 14, 5, 6. Ça, c'est la colonne. Ça, c'est la colonne. La ligne, c'est parti de 367. Tout dépend de la ligne que tu prends. Moi, par exemple, quand j'expliquais, j'ai pris la colonne O. Donc, c'est-à-dire ce que ma classification dit que c'est l'eau. C'est ça que je regarde. Ma classification dit que c'est l'eau.
En colonne, je vous ai dit, c'est ça la classification. Donc, ce que ma colonne dit que c'est O, c'est ça que ma colonne O. Ce que ma classification dit que c'est sol nul, c'est ça que ma colonne bare ground. Ce que ma classification dit que c'est feuillu, c'est ça, c'est deciduous forest. Ce que ma classification dit que c'est conifère, c'est coniferous forest. Ce qu'on dit c'est urbain, c'est urbain. Maintenant, ma vérité terrain, c'est en ligne. OK? Donc, c'est pour ça que tous les éléments, je dis tous les éléments sur ma diagonale correspondent aux éléments correctement classifiés. Puisque tu auras O avec O, le forêt avec forêt. Donc, c'est voilà. Maintenant, si tu prends une colonne particulière, tout ce qui n'est pas sur la diagonale va correspondre à ce que ta classification dit que c'est, alors que voilà, la vérité dit que c'est autre chose. Donc, ta classification les a commis dans cette classe-là. Voilà, les affaires. Mais quand tu prends la ligne, cette fois-ci, tu regardes ta vérité terrain. Donc, tu regardes le nombre de pixels qui devraient être là-bas, mais qui n'y sont pas. C'est pour ça qu'on parle de pixels, de nombre de pixels omis. Voilà. Et vous regardez ici le tableau, il vous met bien 15 sur 382. Donc, ça va te faire l'erreur d'omission, qui est le nombre de pixels qui ne sont pas dans cette classe divisé par la somme de tous les. C'est-à-dire, on additionne 367, 2, 4, 3, ça fait 382. Et le nombre de pixels omis, quand on fait ce rapport, ça nous donne donc l'erreur d'omission. Non, c'est par rapport à la ligne O. Par rapport à la ligne O, c'est ça. Maintenant, si je prends la colonne, quand j'additionne 2, 3, 12 et 16, ça me fait 3. Et si j'avais 7, donc 33 sur 400, c'est voilà, c'est l'erreur de commission. Voilà. C'est bon maintenant? Donc voilà, voilà un peu chose. Maintenant, il y a deux types d'erreurs. Il y a ici ce qu'ils appellent l'erreur du producteur et puis il y a l'erreur d'utilisateur. D'après vous, c'est laquelle des erreurs vous devez considérer? On va avancer, vous allez voir. Je ne vous dis pas, on va vous dire ça plus loin. Donc, la matrice. Oui, bon, allez-y. On va voir. C'est quoi? C'est l'erreur de l'utilisateur ou bien c'est l'erreur du producteur? Producteur. Il y a deux types d'erreurs. On parle ici de producer's accuracy, on parle de user's accuracy. Non, le producteur, c'est quoi? Je ne peux pas la classe. Non, en fait, c'est-à-dire, moi, je voyais l'utilisateur, la personne qui utilise la machine. Et puis la carte des données, et puis la qualité des roches. Voilà, vous avez la réponse. Donc, vous voyez ici, la matrice est donnée en nombre de pixels, d'accord? Mais elle peut être donnée aussi en pourcentage. Au lieu de donner, elle peut être donnée en pourcentage. Donc, tout à l'heure, les rapports, voilà. Là, elle est donnée en pourcentage. Okay. Donc, en pourcentage, comment ce pourcentage-là est fait? C'est que ce 367-là va être divisé par 382. Donc, c'est ce rapport-là qui va être ici. Le 2 va être divisé par 382, etc. C'est ça qui va faire le pourcentage. OK. Maintenant, on va vouloir calculer la précision. Deux types de précision. La précision moyenne, on vous dit pour calculer la précision moyenne, tout ce qu'on fait, c'est qu'on additionne tous les éléments de la diagonale principale et on divise par le nombre de choses, de classes. C'est ça. OK? Donc, pourcentage de pixels correctement classifié, ça veut dire que vous devez prendre le résultat de... Vous ne prenez pas en nombre de pixels, vous prenez en pourcentage. On vous dit pourcentage de pixels bien clair. Donc, cette fois-ci, c'est la matrice en pourcentage que vous prenez. Donc, vous additionnez tout et vous divisez par le nombre de classes. Vous pouvez demander les deux. Vous pouvez demander. Donc, vous allez voir qu'on va faire. On coche. Tu peux demander les deux en même temps. Tu peux demander une feuille. Il te le fait. Il va te créer ce fichier là, texte, que tu pourras ouvrir après. Deuxième type de précision, c'est la précision globale. La précision globale, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle va pondérer.
le pourcentage de pixels par le nombre de pixels qui a donné ce pourcentage-là. Donc, c'est quand même un peu plus, je dirais, ça a beaucoup plus de valeur que la précision moyenne simple. Hein. On vous dit donc, c'est pourcentage de pixels correctement classifiés, pondéré par le nombre de pixels de la classe par rapport au nombre total de pixels d'entraînement. Donc, on va prendre le pourcentage, on va multiplier par le nombre de pixels sur la somme des pixels d'entraînement. Donc, si je... erreur d'omission. Est-ce que j'ai la classe? Oui, j'ai la matrice. Oui, j'ai la matrice normalement plus longue. D'accord. Erreur d'omission. Donc, erreur d'omission, on l'a dit, hein, c'est le total de valeurs. Si je veux calculer l'erreur d'omission, ça va être donc si en colonne, j'ai ma classif et en ligne, ma vérité terrain. Donc, l'erreur d'omission, ce sera les éléments sur ma rangée hors diagonale. D'accord? Donc, on dit c'est le total des valeurs des cellules non diagonales de n'importe quelle rangée qui représente le nombre de pixels incorrectement attribués à une classe autre que celle représentée par la rangée. Donc, quand vous additionnez le nombre de pixels hors diagonale de la rangée, vous avez le nombre de pixels omis. Maintenant, quand vous divisez ce nombre-là par le total de pixels de cette ligne-là, là, vous avez l'erreur d'omission. Donc, ne confondez pas erreur d'omission et nombre de pixels omis. Le nombre de pixels omis vous permet de calculer l'erreur d'omission. OK? Là, le nombre de pixels omis vous permet de calculer l'erreur d'omission. Si on me demande dans le tableau de test sorti, de calculer le nombre d'erreurs omises qui additionnent les différents chiffres, quel chiffre? Hors diagonale. Hors diagonale. Pas hors diagonale, ce qui est sur la ligne constitue le nombre de pixels omis. Le nombre de pixels omis. Maintenant, l'erreur de l'émission, ça c'est un pourcentage qu'on va faire. Oui, c'est ce nombre-là divisé par la somme de toute ta ligne. C'est la même chose pour l'erreur de commission. L'erreur de commission, ce sont les pixels commis, ça va être les pixels hors diagonale verticale, et l'erreur de commission, ça va être ce nombre-là divisé par la somme de tous les pixels de la colonne. C'est ça. Okay. Donc, total des valeurs des cellules non diagonales de la colonne va représenter le nombre de pixels commis, et quand vous faites le rapport de ça avec la totalité, vous avez l'erreur de commission. OK, donc je reviens sur ma matrice. OK, donc voilà ma matrice. Et puis, voilà les éléments que je vous donne. Et voilà. Donc, je vous laisse conclure pour me dire quelle est l'erreur qu'il faut prendre en compte. Vu le résultat qui est donné ici, regardez ici et concluez. Vous voyez comment l'erreur, la précision globale est calculée. Vous voyez comment la précision moyenne est calculée. Regardez les chiffres qui ont été utilisés et vous pourrez conclure. Et la précision comprend. Je veux dire, regardez comment la précision moyenne est calculée, regardez comment la précision globale est calculée. Et je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est la précision du producteur qui doit être prise en compte, ou c'est la précision de l'utilisateur qui doit être prise en compte? Vu ce calcul, c'est laquelle des deux précisions? Madame, je pense à la précision globale. Précision globale, elle fait quoi? Oui. Je pense au producteur. Parce qu'ils ont pris.
ici. Pourquoi? Parce que la somme de ces différentes moyennes, les différents pourcentages, va être fait par rapport au. Je pense que le français de ma phrase, là, vous ne le comprenez pas. Deux calculs vous ont été donnés dans les 4 dernières lignes. Regardez les éléments qui ont permis de faire ce calcul-là dans le tableau et dites-moi, dans ce cas, est-ce que c'est l'erreur du producteur qu'il faut prendre en compte ou bien c'est l'erreur de l'utilisateur? J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est l'erreur de l'utilisateur qu'on prend ou c'est l'erreur de chose? Vous m'avez donné, je dis, devant là-bas, vous allez savoir. Maintenant, je vous fais un calcul. Regardez les éléments et puis regardez qu'est-ce qui a permis de faire ce calcul-là. Bon, on va y aller. Précision globale. Pour calculer la précision globale, je fais 96,1 fois 367. Quand je regarde ici, 96,1, le voilà. 367, le voilà. 92,1 fois 418. 92,1, il est là. 418, il est là. 83,3, il est là. 329, il est là. Je prends les éléments de quel il est? De quoi? Oui. De la diagonale qui sont les éléments du. Je prends quoi? Du producteur. Producteur. Je prends pas Les producteurs. utilisateur. Donc, ça veut dire que les choses, la précision que vous devez prendre en compte, c'est la précision du producteur, pas de l'utilisateur. OK? Les précisions que vous calculez ici, là, c'est à partir de ce que le producteur a donné. Donc, c'est producer accuracy. C'est un problème qui a fait la discussion entre c'est une façon de le résultat du travail. Le produce. Le résultat du travail. C'est pour ça que c'est le producer qu'il faut prendre et non pas user qu'il faut prendre. Je pense que ce que je voulais demander, c'est de savoir le logiciel qui nous donne des valeurs et nous qui avons envoyé des valeurs au logiciel. C'est le logiciel qui produit à partir de ce que tu lui as donné. Donc, c'est ça qui te permet de faire ta précision. Mais le cas qui en bas a mis les conçus sur quelle base? Ici. C'est aussi des pourcentages, mais ce n'est pas ça qu'il faut prendre en compte. Parce que lui, il se base sur la commission. Quand tu regardes les pourcentages, là, il se base plus sur la commission que sur l'omission. Alors que là, il va prendre ta vérité. C'est par rapport à ta vérité terrain qu'il te donne ça. Alors que ça, c'est par rapport à ton résultat de classification. Or, toi, c'est un producer, tu dois prendre. C'est le résultat de ce qu'il a fait. Ce qui est en colonne, là, on a dit ici, ça te donne les erreurs de commission. Là. Ce qui est en ligne, c'est-à-dire c'est les erreurs d'omission. Mais ce qui est en ligne correspond à ta vérité terrain. À ta vérité terrain. Donc, le résultat qui est ici, là, te dit quelle est la précision que tu as par rapport à cette vérité terrain. Okay, voilà, donc, c'est ça qu'il faut faire. La précision globale correspond à la précision de vérité terrain. Tu n'as rien compris. La compréhension que j'ai, c'est que la précision globale est une façon de calculer la précision, ok, en pondérant, c'est-à-dire en multipliant le nombre de pixels correctement classifiés par le pourcentage de précision de cette classification. Maintenant, le pourcentage de bonnes classifs, c'est lequel on prend? C'est pour le producer ou bien c'est pour le user? Et c'est ça que je vous ai donné ici. Je dis, mais quand vous regardez, c'est 96 qui est pris ou bien c'est 91 qui est pris? Dans ce calcul-là, c'est 96 qui est pris ou c'est 91 qui est pris? 96, il est où? Il est dans producer ou bien dans user? Ne confondez pas précision globale, précision moyenne avec précision de l'utilisateur ou du producteur. Précision globale, ensuite, pour calculer la précision globale, il faut avoir la précision de bonne classification pour cette classe-là, multipliée par le nombre de pixels qui ont permis de bien classifier. Tu fais la sommation de tout ça sur la somme de
toutes tes choses, tes pixels. La précision moyenne, on dit, tu ne fais que additionner, voilà, la somme des précisions divisée par le nombre de classes. Non. Ça, si tu compares les deux moyennes, là maintenant, tu es en train de voir si ta classification est bonne ou n'est pas bonne. Mais pour pouvoir les calculer, là, il faut te servir de ce résultat-là. C'est ça que je vous ai demandé. Je dis, mais on va prendre quel? Est-ce que c'est le user ou bien est-ce que c'est le producer? Vous voyez que c'est le producer. OK? Ce pourcentage, il faut prendre. Donc, c'est-à-dire 367 sur 382, si je ne me trompe pas. Maintenant, puisque le tableau nous donne les deux indicateurs qui sont classés, est-ce qu'il y a une analyse qui pourrait faire intervenir le pourcentage dit par exemple, bien qu'on utilise, on prend en compte les résultats producteurs, mais si au niveau utilisateur, soit qu'on a telle tendance, ça ne peut pas influencer l'analyse. On ne s'occupe même pas de choses, des résultats. On fait fi de ça. On fait fi de ça. C'est les choses. C'est la précision du producteur qu'il faut prendre. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le nombre de pixels bien classés divisé par la somme des pixels de ta vérité terrain. C'est ça qui te donne. Voilà. Alors ici, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le nombre de pixels bien classés par rapport aux pixels qui ont permis la classif. Alors que ici, c'est la vérité terrain. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser et non pas ça. C'est l'ordinateur qui génère, hein, c'est pas toi. Hein. C'est l'ordinateur qui génère tout ça. À partir des sites d'entraînement que tu lui as donnés, là, il va générer. Le résultat de la classe. Oui, c'est ça. Voilà. Dans de l'autre côté, c'est les résultats de ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle il faut exactement plutôt le producer accuracy. Et vous allez constater que généralement, la précision globale est toujours inférieure à la précision moyenne. C'est normal. La pondération, là, c'est ça qui fait. Autre précision qu'on a vu, précision globale, précision moyenne, erreur d'omission, erreur de commission. Maintenant, le dernier paramètre qui permet d'évaluer la qualité de notre classification, c'est le coefficient kappa. Quelle est l'utilité du coefficient kappa? On vous dit le coefficient kappa permet de mesurer l'accord non aléatoire entre deux classes. Ça signifie quoi, ce français-là? Parce que pour comprendre les choses, il faut déjà que la langue de communication même, on s'entende dessus. Bonjour. Donc, on dit mesure l'accord non aléatoire entre deux cartes. Ça veut dire votre coefficient capable, il va comparer la vérité terrain avec les résultats de la classification et il va donner une certaine valeur. La valeur qu'il vous donne en fonction du chiffre qu'on va avoir, on vous dit, va mesurer l'accord non aléatoire. Ça veut dire que plus il va être dans une gamme de valeurs, on va voir tout à l'heure, plus vous allez dire, j'ai confiance au résultat. C'est ce que tu n'as pas fait. Il ne fait que vous dire que j'ai confiance au résultat. Ça veut dire que si je refais ma classification, là, ce résultat-là, je suis sûr que ce n'est pas le hasard qui a fait que j'ai eu, par exemple, 90%. Ou ce n'est pas le hasard qui fait que j'ai eu 5%. C'est ce que tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit seulement qu'il faut avoir confiance aux résultats que tu as obtenus. Ils ne sont pas dus au hasard. Peu importe que ce soit bon ou pas, mais il te dit, ton résultat là,
il n'est pas dû au hasard. C'est ça. Ne dites pas que kappa permet de dire que ma classification est bonne. Non, il ne te dit pas que ta classification est bonne. Tout ce qu'il te dit, c'est que tes résultats ne sont pas dus au hasard. Si ces résultats-là, les précisions-là, sont bonnes, tant mieux. Ça veut dire que c'est bon. Mais si les résultats, si la précision n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que, ça veut simplement dire que il a confiance en ça. Ce que tu as obtenu là, il est sûr que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas dû au hasard. Si tu refais, tu vas retrouver ce même résultat. Alors que tu peux trouver 90% et puis un kappa de, je ne sais pas moi, 0,00 quelque chose, mais il te dit que tu as trouvé 90%, mais c'est dû au hasard. Parce que si tu refais là, vu la valeur que mon kappa a, ce que tu as obtenu là, il ne faut pas avoir confiance en ça. Par contre, tu peux avoir un 50%, mais il va te dire que mon kappa vaut telle valeur qui est bonne. Donc, ça veut dire que je n'ai pas une bonne précision, mais j'ai confiance au résultat. OK? Donc, c'est la confiance que vous avez dans le résultat que kappa mesure. Il ne mesure pas le pourcentage en tant que tel. C'est ça. Non. Tout ce qu'il te dit, c'est que ce que tu as obtenu comme précision, il faut avoir confiance ou il ne faut pas avoir confiance. C'est tout ce qu'il te dit. Maintenant, si ta précision est bonne, tant mieux. Mais si elle n'est pas bonne, il te dit, ah, en tout cas, elle n'est pas bonne, mais ce n'est pas dû au hasard. C'est ça. Donc, à toi de voir, ah, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, j'ai eu ces mauvais résultats. OK? Donc, une formule barbare pour le calculer. Voilà ce que je vous demande de faire pour distance, divergence transformée et puis diffuse matocitale. C'est ça. Hein? Donc, je vous dis, si kappa est supérieur ou égal à 0,81, on considère que l'accord est excellent. Vraiment, j'ai confiance à 100% dans le résultat. Je sais que ce n'est pas dû au hasard mon résultat que j'ai trouvé. S'il est compris entre 0,81, 0,80 et 0,61, l'accord est fort. Donc, ça aussi, c'est bon. S'il est compris entre 0,60 et 0,41, l'accord est modéré. Donc, c'est mitigé. En dessous de 0,40, c'est-à-dire 0,40 et 0,21, c'est faible, donc de confiance. Et plus petit que 0,20, là, l'accord est très faible et quand il vaut 0 ou inférieur à 0, il est en désaccord complet. C'est-à-dire ce que tu as trouvé là, ce n'est pas ça. Il te dit même ce n'est pas ça. Alors que jusqu'à 0,4, il te dit c'est faible. Mais c'est faible là aussi veut dire qu'il ne faut pas avoir confiance. OK? Donc, c'est ça là que je vous demande. Vous avez ce découpage de valeurs pour kappa là, hein, plus grand que 0,81, entre 80 et 61, entre 60 et 40, entre 40 et 61. C'est ce découpage là que je vous demande de faire pour divergence transformée et puis diffuse matocitale. Hein, parce que je vous dis, c'est compris entre 0 et 2. Entre 0 et 2 là, quelle est la plage de valeur pour que je puisse dire que là c'est bon, ça c'est moyennement bon, ça c'est pas bon. C'est un truc comme ça, je vous demande. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème avec, hein. C'est vous qui en aurez besoin peut-être à un moment donné. D'accord? Non, super. Puisque le tableau est généré à partir des données que moi j'ai intégrées et des réalités terrain que Michel. C'est quasiment entre les données et les réalités terrain que Michel. À ce moment, le kappa ici, là, il est plus. Tu le calcules, le kappa, il ne le donne pas, tu le calcules. Le logiciel ne te donne pas kappa. Le logiciel te donne ta matrice de confusion. Et à partir de la matrice de confusion, tu calcules erreur globale, précision moyenne, précision globale, erreur de commission, erreur d'omission, coefficient kappa. Le logiciel ne te donne pas tout ça. C'est toi qui le calcules. Donc, par exemple, kappa, voilà comment il le calcule. Il vous dit 17 plus 19, c'est-à-dire, regardez, il additionne ce qui est sur la diagonale, les pourcentages qui sont sur la diagonale. 17,3, 19,3. Il additionne tout ça et la valeur qu'il trouve, c'est ça qu'elle... non, attendez. N, ça c'est le N, le kappa, ça va être... Bon, quand il additionne tout ce qui est sur la diagonale, tous les
pourcentage qu'il y a sur la diagonale. Après, il le multiplie par 100. Voilà le résultat ici. Il le multiplie par 100. Il soustrait du nombre total de pixels et il divise le tout par 100 au carré moins le nombre de pixels utilisés. Et c'est ce pourcentage-là qu'il trouve. Et voilà, il trouve 0,83. OK? Je pense que vous avez ce calcul de kappa-là, vous devez l'avoir dans vos notes. Comment on l'a calculé? Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Cette diapo-là, vous ne l'avez pas dans vos notes? OK, donc, en regardant, vous voyez comment le calcul de kappa est fait. Hein? Puisqu'on vous donne les éléments. Vous regardez comment il calcule ça, le rapport, et vous avez la valeur. Donc, ici, la valeur de kappa qui est trouvée, c'est 0,83. On vous a dit que plus que 0,81, c'est excellent. Donc, le travail de ces chercheurs-là, du fait qu'ils aient trouvé un kappa supérieur à 0,81, donc ils peuvent dire que la précision qu'ils ont obtenue n'est pas due au hasard. Donc, les résultats qu'ils ont obtenus sont effectivement corrects. Donc, ils ont une bonne précision, tant mieux. Ça veut dire que s'ils ont aussi eu de mauvais résultats, ben, ils ont eu de mauvais résultats, mais ce n'est pas dû au hasard. C'est que c'est ça. Hein, ils peuvent avoir confiance. Hein, c'est un kappa dit. C'est l'accord non aléatoire du travail qui a été fait. Une fois que la classification a été faite, que la matrice de confusion a été générée, les différentes précisions ont été calculées, on trouve que c'est bon. L'étape suivante, ce sont les post-traitements. Donc, le post-traitement par excellence qui est fait, c'est le lissage. Okay? Comme on vous dit, on veut atténuer l'effet poivre-sel, c'est-à-dire les pixels qui ont l'air d'être perdus au milieu de classes où ils ne devraient pas être. Il faut lisser ça pour pouvoir avoir un aspect beaucoup plus soft de l'image. Et ce filtrage, c'est par filtrage qu'on le fait. Et généralement, on utilise soit un filtre médian, soit un filtre modal. D'accord? Donc, par exemple, ici, sur l'exemple, c'est un filtre modal. On prend ce pixel-là, on regarde les pixels voisins, OK? Les 8 pixels voisins, et on regarde le pixel qui est le niveau de gris qui est le plus représenté. Et quand on regarde le niveau de gris qui est le plus représenté, c'est le 3. Donc, le 9 qui est là, on se dit c'est une erreur. Il va remplacer le 9 par 3. Donc, c'est comme ça, la fenêtre passe sur l'image de sorte à traduire ces pixels qui sont perdus là en pixels qui, on le compare aux 8 voisins qu'il a et le voisin le prépondérant, voilà, on l'affecte à cette classe. Donc, ça lisse vraiment l'image. On n'a plus des pixels poivre, c'est l'effet mélangé dans l'image. C'est vraiment une image assez soft qui est plus belle, en tout cas, pour représenter notre vérité, notre cas d'occupation du sol.